Alors la question que vous pouvez peut-être vous poser en regardant cette vidéo, c'est finalement si le TD est un indicateur sur lequel on peut jouer, comment faire pour décider d'investir dans une SCPI ou dans une autre? Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour tout comprendre au taux de distribution, l'indicateur de performance phare pour les SCPI. N'oubliez pas, vous pouvez également faire une simulation totalement gratuite via le lien qui est dans la description ou prendre un rendez-vous avec l'un de nos conseillers. Pour ne rien rater de nos nouvelles vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Alors comme promis, aujourd'hui on décrypte le fameux TD, taux de distribution. Et pour commencer, c'est quoi le TD? Alors le TD, c'est le rendement d'une SCPI et c'est calculé de la manière suivante. C'est déterminé par l'ASPIM, qui est l'association des sociétés de gestion immobilière, et qui le définit de la manière suivante. Le taux de distribution pour l'année N, c'est la somme des dividendes versés sur l'année N divisé par le prix de la part au 1er janvier de l'année N. Pour l'année 2024, par exemple, pour une SCPI, ce sera l'intégralité des dividendes versés sur 2024 divisé par le prix de la part au 1er janvier 2024. Mais ce calcul qui paraît relativement simple peut en fait être légèrement modifié via quelques astuces que nous allons vous dévoiler. Alors, le premier problème, ce sont pour les SCPI qui sont créés en cours d'année. Comme je vous l'ai indiqué, le TD, c'est donc la somme des dividendes divisée par le prix de la part au 1er janvier. Mais quid d'une SCPI qui se lancerait par exemple le 15 mars 2024? Est-ce qu'on pourrait faire un taux de distribution? Eh bien, techniquement, non. On n'a pas de prix de la part au 1er janvier. Et en plus, avec le délai de jouissance, les loyers ne sont pas perçus tout de suite. Et donc, en fin de compte, on va percevoir très peu de loyers sur l'année 2024. Et donc, il est assez compliqué pour une SCPI qui vient de se lancer d'avoir un taux de distribution. En revanche, l'astuce qui a été trouvée par un certain nombre de gérants, c'est de faire ce que l'on appelle un TD annualisé. Alors, pour l'annualisation, je vous explique. Je reprends mon exemple de la SCPI qui s'est lancée en mars. Elle va donc regarder, et pour donner un exemple, verser des dividendes à partir de septembre. Et donc, on va regarder septembre, octobre, etc. jusqu'à décembre. Et donc, pour calculer le TD, on va se dire, OK, on a versé des loyers sur ces mois-ci. Qu'est-ce que ça aurait donné finalement si on avait extrapolé ces loyers sur toute l'année? Et là, premier problème, en fait, on est en train d'extrapoler des loyers qui n'existent pas. Pour donner un cas absolument critique, imaginons que la SCPI n'ait versé des loyers que en décembre. Est-ce qu'on pourrait faire juste décembre x 12? Ça paraît évidemment un petit peu audacieux. Et d'ailleurs, l'ASPIM ne permet pas d'annualiser les taux de distribution. Le deuxième problème, c'est que comme on n'a pas de prix de la part au 1er janvier de l'année, bien évidemment, on se base sur le prix de la part au lancement. Mais là encore, on se rend bien compte qu'on est en train de faire des petits jeux pour réussir à estimer un taux de distribution qui, en réalité, n'est pas le taux de distribution traditionnel. En effet, c'est une projection, ça n'est pas ce qui a été réellement versé, c'est un petit jeu de l'esprit de se dire j'ai versé sur 1, 2, 3 mois par exemple, qu'est-ce que ça aurait donné si j'avais versé sur les 12 mois complets? C'est donc très théorique. Nous vous invitons donc toujours à bien vérifier, est-ce que le TD qui est communiqué est annualisé? C'est censé être indiqué si ça l'est, ou est-ce que c'est un TD, on va dire, standard? L'astuce numéro 2 est un petit peu plus technique, puisqu'elle va se baser non pas sur les dividendes, on l'a bien vu, l'annualisation du TD, c'est multiplier les dividendes pour avoir l'année complète. Eh bien, la deuxième astuce, c'est à l'inverse, jouer non pas sur le numérateur du taux de distribution, mais sur son dénominateur, le prix de la part au 1er janvier de l'année N. En effet, quand les SCPI se lancent, il est relativement courant qu'elles aient une période de part fondateur d'abord, réservée à un faible nombre d'investisseurs qui sont capables d'investir dès le début pour fonder la SCPI, puis ensuite une période dite de part sponsor qui vient récompenser les premiers investisseurs, généralement via un prix un peu plus attractif. Mais alors là, vous voyez venir peut-être l'astuce, vu que le taux de distribution c'est l'ensemble des dividendes divisé par le prix de la part au 1er janvier, quid d'avoir un prix de la part au 1er janvier qui est en part sponsor ou en part fondateur? Évidemment, vu qu'on divise par le prix de la part, plus le prix de la part est faible, plus le rendement est élevé. Et effectivement, on a pu observer qu'un certain nombre de SCPI ont joué de cette astuce. Alors, d'ailleurs, pas nécessairement sciemment, hein, peut-être juste par le hasard du calendrier, mais ont bénéficié à minima de cet avantage. Et je le rappelle, par exemple, en 2023, la meilleure SCPI qui était en TD Transition Europe, 8,16%, avait son taux de distribution calculé sur un prix de part sponsor au 1er janvier. Et en 2024, rebelote, Comet à 11,18% est également un taux de distribution calculé sur un prix de part sponsor
au 1er janvier 2024. Alors, je vous rassure, l'impact n'est pas monumental. Par exemple, dans le cas de Comet, les 11,18%, si on avait utilisé le prix de part standard et non pas le prix de part sponsor, serait tombé à 10,62%, ce qui reste un TD exceptionnel. Mais il est bon de garder en tête que selon que la part était en part sponsor ou fondateur au 1er janvier de l'année, cela peut avoir un impact sur son TD. Alors évidemment, pour bénéficier de cette seconde astuce, il faut un alignement des planètes parfait. Il faut que le lancement de la SCPI coïncide avec le début de l'année calendaire et être en part sponsor pendant cette période. Mais effectivement, nous vous invitons toujours à bien vérifier quel est le prix de la part qui a été retenu pour calculer le TD des SCPI. Alors si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas que vous pouvez faire une simulation, prendre un rendez-vous et vous abonner. Alors l'astuce numéro 3, c'est un peu plus technique et on en a parlé plus en détail dans une autre vidéo, c'est l'effet relutif du délai de jouissance. Ce que ça veut dire, l'effet relutif du délai de jouissance, qui est un terme un petit peu technique, c'est que lorsqu'une SCPI jeune se lance et qu'elle collecte beaucoup, elle va avoir une sorte de temps d'attente avant de verser les loyers, c'est le fameux délai de jouissance. Donc si j'achète mes parts en janvier, je ne vais pas toucher les loyers dès février, je vais avoir un délai de jouissance qui peut être de 3, 4, 5 mois. Et donc pendant cette période, eh bien, si la SCPI a déjà réussi à placer mon argent, par exemple j'ai mis 100 € en janvier, les 100 € sont investis dès février dans un bien immobilier. Ce bien immobilier commence à générer des loyers et donc par exemple dès février ou mars, la SCPI collecte ses loyers. Mais moi, je n'ai pas encore le droit à ces loyers puisque je suis encore dans le délai de jouissance. Et donc ce que l'on voit, c'est que si la SCPI est capable d'investir rapidement, ce qui est évidemment important, c'est d'investir rapidement, mais malgré tout de manière qualitative, mais si la SCPI est capable d'investir rapidement, le fait que le délai de jouissance soit plus long que le délai d'investissement permet de faire ce qu'on appelle une relution, c'est-à-dire que ces loyers-là vont aller abonder les anciens associés sans bénéficier aux nouveaux associés, dont par exemple, dans mon exemple, je ferai partie. Et donc, plus la collecte est conséquente par rapport à la capitalisation, pour faire simple, la capitalisation, c'est le stock, c'est ce qu'on a déjà avant, et la collecte, c'est ce qui rentre. Et donc, plus la collecte est importante par rapport au stock existant, plus cet effet relutif sera important, puisque cet argent qui peut être mis au travail potentiellement rapidement va bénéficier aux anciens associés. Et ça explique d'ailleurs qu'on observe fréquemment au lancement des SCPI une forme de courbe décroissante sur le taux de distribution. La première année ou les quelques premières années, le taux de distribution est souvent un petit peu plus élevé et au fur et à mesure que la capitalisation augmente et que donc cet effet relutif diminue, puisque comme je vous le rappelais, ce qui est important, c'est ce ratio collecte sur capitalisation. Quand la capitalisation est très élevée, le ratio devient faible. Et donc, au fur et à mesure que la SCPI grossit, eh bien, on va avoir tendance à voir le taux de distribution converger tranquillement vers son taux, on va dire, asymptotique, son taux long terme. Alors, la raison pour laquelle on vous parle de ce mécanisme, c'est principalement parce qu'il est primordial de bien avoir en tête que lorsqu'on investit sur une SCPI très récente, qui vient de se lancer, eh bien, le TD dans la première année ou dans les 2 premières années peut être un petit peu plus élevé qu'il ne sera au long terme. Et donc, il est important de ne pas se projeter uniquement sur le taux de distribution que nous avons vu sur 1 an ou 2 ans, mais bien d'imaginer une forme de convergence vers un taux de distribution un petit peu plus raisonnable dans le futur. Alors, une astuce que j'aime bien donner par rapport à cela, c'est de regarder le rendement acte en main des acquisitions. Vous avez généralement ces chiffres dans les bulletins trimestriels. Si vous voyez par exemple qu'une SCPI a des rendements acte en main de ses acquisitions, on va dire autour de 7% et que son taux de distribution est à 8%, il n'y a pas besoin d'être un génie pour se rendre compte que ça devrait reconverger vers probablement un peu moins de 7%, puisque les 7% acte en main sont avant les différents frais de gestion que peut prendre la SCPI. Donc voilà, quand vous voyez que le rendement acte en main est inférieur au taux de distribution, il est assez raisonnable d'imaginer que le taux de distribution va baisser dans le futur. Alors la question que vous pouvez peut-être vous poser en regardant cette vidéo, c'est finalement si le TD est un indicateur sur lequel on peut jouer, comment faire pour décider d'investir dans une SCPI ou dans une autre? Eh bien, il y a quelques autres indicateurs dont je voulais vous parler aujourd'hui. Le premier est le taux de rentabilité interne, qui est le meilleur indicateur, mais qui ne se regarde qu'à horizon long terme, minimum 5 ans et généralement plutôt 10 ans. Le problème du taux de rentabilité interne, c'est que, comme je viens de vous l'indiquer, évidemment, on ne l'a pas sur les SCPI très récentes. Et donc, pour comparer une SCPI qui se serait lancée en 2023 avec une SCPI qui s'est lancée en 2015, eh bien, on ne peut pas utiliser le TRI, puisqu'on l'a dans un cas, mais on ne l'a pas dans l'autre. Donc, le TRI
idéalement, quand on regarde des SCPI un petit peu plus anciennes, c'est un meilleur indicateur que le taux de distribution. En plus de cela, le TRI prend en compte l'impact des frais de souscription que ne prend pas en compte le taux de distribution. Deuxième indicateur intéressant, la valeur de reconstitution, également appelée parfois la valeur du patrimoine ou la valeur d'expertise. La valeur de reconstitution, c'est donc cette fameuse valeur réalisée par un expert indépendant 2 fois par an, au 31 décembre et au 30 juin de l'année N, et donc qui vous permet d'avoir une idée de l'évolution de la valeur du sous-jacent, donc de l'immobilier qui a été acquis par la SCPI. Cette valeur de reconstitution est particulièrement importante puisque son évolution peut vous donner des tendances par rapport au prix de la part. Je rappelle que le prix de la part doit être toujours situé dans un tunnel entre plus 10 et moins 10% de la valeur de reconstitution. Donc si on a une valeur de reconstitution à 100, le prix de la part ne peut pas être inférieur à 90 et ne peut pas être supérieur à 110. C'est une obligation réglementaire pour le prix de la part. Et donc évidemment, en regardant un petit peu où se situe la valeur de reconstitution et où se situe le prix de la part par rapport à ce tunnel, eh bien on peut imaginer des hausses ou des baisses potentielles de la valeur de part. Autre indicateur qui peut valoir le coup de suivre, la collecte. Est-ce que la SCPI collecte fortement? Est-ce que sa capitalisation est élevée? Comme je l'ai rappelé par rapport à l'effet relatif du délai de jouissance, si on a une capitalisation faible avec une collecte très élevée, on peut s'attendre à ce que le taux de distribution soit un petit peu gonflé, par exemple. Enfin, un dernier indicateur, le taux d'occupation financier, qui lui, finalement, donne une idée de l'occupation des biens immobiliers. C'est-à-dire que, par exemple, à 100%, eh bien, ça veut dire qu'on loue, globalement, tout le parc est loué. Et à 0%, bon, ça n'existe pas, hein, heureusement, mais c'est-à-dire qu'aucune partie du parc n'est louée. Et donc, on considère généralement qu'un bon taux d'occupation financier va être au-dessus de 90%, voire même 95% pour les très bonnes SCPI. Alors attention, effectivement, si vous découvrez que le taux d'occupation financier, par exemple, est en baisse, eh bien, cela peut être un indicateur à garder en tête. Ça peut être dû à des raisons tout à fait logiques. Par exemple, des rénovations qui ont lieu dans une partie du parc immobilier, qui vont donc mécaniquement baisser le taux d'occupation financier. Mais ça peut également être le symptôme d'une difficulté à relouer certains des actifs qui ont été achetés par la SCPI. Alors, pour récapituler cette vidéo, voici les quelques points clés à bien garder en tête. Premièrement, vérifiez si le TD est annualisé ou réel. Deuxièmement, est-ce que ce TD est basé sur un prix de part sponsor ou fondateur? Troisièmement, est-ce que la SCPI bénéficie d'un TD gonflé par l'effet relatif du délai de jouissance? Et enfin, bien regarder d'autres indicateurs comme le TRI, le taux d'occupation financier, la collecte, la capitalisation. Enfin, on le rappelle évidemment, on ne choisit jamais une SCPI uniquement pour son taux de distribution élevé, mais pour ses caractéristiques intrinsèques. Alors, pour mettre en application ce que l'on vient d'apprendre, je vous invite à répondre en commentaire à cette petite question assez simple. Que choisiriez-vous entre la SCPI A qui propose un taux de distribution de 7,5%, qui a un TOF de 87%, mais qui a un taux de distribution qui était calculé sur son prix de part sponsor et qui a une très importante collecte par rapport à une capitalisation faible, ou la SCPI B, qui elle a un taux de distribution de 6%, un TOF de 95% et qui existe depuis 5 ans. À vous en commentaire. Voilà, vous savez maintenant tout sur le taux de distribution pour les SCPI. Et si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec un conseiller et à vous abonner pour suivre toutes nos nouvelles vidéos.